casse du champ non, monsieur. Non, c'est anglais. Je veux dire, c'est anglais. Je me casse du champ D'accord. Et après, en post-production, Bienvenue dans cette émission spéciale sur Monaco Info et France Info. Dans quelques instants, nous allons réaliser une interview exceptionnelle, une interview conjointe du prince Albert II et de l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry sur un sujet majeur pour l'avenir de la planète, les eaux internationales, la haute mer. Alors ça peut paraître curieux au XXIe siècle, mais c'est un peu le Far West des océans. C'est littéralement une zone de non-droit. Et vu que les abysses regorgent de pétrole et de matières minérales, cela suscite bien des convoitises. Un traité international sous l'égide de l'ONU est donc en négociation. Et il y a eu une rencontre ici à Monaco. Les explications avec Émilie Rousseau. Tout d'abord, qu'est-ce que la haute mer? La haute mer, c'est près de 50% de la surface de la Terre. Appelée aussi eau internationale, elle débute au-delà de 200 000 nautiques des côtes et joue de nombreuses fonctions essentielles. Elle est notre première source d'oxygène, par exemple. Elle régule aussi le climat en absorbant le CO2 et est également un patrimoine remarquable de biodiversité. Voilà pourquoi il est important de protéger la haute mer, car si les eaux territoriales que vous voyez derrière moi sont gérées par l'État riverain, en l'occurrence ici Monaco, les eaux internationales, elles, ne relèvent d'aucune juridiction. Pour l'instant, la haute mer ne fait pas encore l'objet d'une exploitation intensive, mais à l'avenir, plusieurs activités industrielles pourraient s'y développer. Par exemple, les abysses regorgent de cuivre, de zinc ou de fer. La demande de ces ressources minérales devrait doubler d'ici à 2050, incitant les pays à labourer les fonds marins. Le Canada et la France ne cachent pas leur intérêt pour ces mines du futur. Et il y a aussi les ressources génétiques marines utilisées par l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Alors, comment éviter cette utilisation anarchique et protéger cette vaste zone qui n'appartient à aucun État? Eh bien, depuis plusieurs années, des discussions ont lieu entre pays membres des Nations Unies pour établir un traité international. D'ailleurs, un groupe de leaders s'est réuni à Monaco pour progresser sur l'élaboration de ce traité sur la haute mer. Parmi eux, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry. Ce traité est indispensable pour la sauvegarde de la haute mer et notre écosystème marin. Monseigneur, Monsieur le secrétaire d'État John Kerry, merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour Monaco Info et France Info sur une question importante, majeure, les eaux internationales qui appartiennent à tout le monde et finalement n'appartiennent à personne. Monseigneur, la haute mer, finalement, c'est un peu le Far West. La haute mer, c'est d'abord un espace immense qui couvre un peu plus de la moitié de la planète. Ça présente des enjeux considérables parce que ce sont des espaces qui ne sont pas protégés. Seul le fond de l'océan, par l'autorité des fonds marins, de par la Convention de Monte-Carlo, le cadre juridique pour gérer la mer et les océans, donc on peut protéger les fonds marins, qui eux aussi font l'objet de beaucoup de convoitises. Mais la haute mer, et donc la colonne d'eau, si vous voulez, entre la surface et ces fonds marins, c'est malheureusement, je ne dirais pas le Far West, mais ça n'est pas protégé. Et il y a des ressources extraordinaires, il y a une biodiversité extraordinaire qui pas du tout protégée et qui peut être, et qui est déjà menacée, et qui peut être exploitée par n'importe qui, n'importe comment. Monsieur le secrétaire d'État John Kerry, finalement, le fait qu'il n'y ait pas de régulation réellement, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut exploiter les océans et le fond des océans en toute impunité aujourd'hui? Absolument, oui. There's no law. There are some laws that can sometimes attempt to be applied, but it's extremely difficult because of the moving of the ships, the fish, whatever the product is. But people need to understand there's slavery on the high seas. People are imprisoned on boats in order to man those boats. There is rape, murder, armed robbery. There is
narcotics trafficking, there's gun smuggling, there's vast overfishing. And it's unregulated, it's unreported, it's illegal, and there's no enforcement, there's no mechanism, there's no one nation that has any jurisdiction or capacity to enforce a law. So truly, there isn't impunity, except for the impunity of people who take the law into their own hands, and then you have, rival gangs or other things that play out. It doesn't make sense. We've been talking about this for years, and the law-abiding fishermen and the law-abiding entities are abused by this process because they're undercut, the marketplace is undercut. You don't know if you're in a restaurant, if the fish you're eating truly was sustainable or not sustainable. So we have to create an enforcement mechanism, and His Serene Highness has been leading on this and helping us to be convened here to discuss an ongoing negotiation of the UN at this time. Alors, on parle des questions de biodiversité, le braconnage, avec des braconniers qui finalement pillent les mers. Ça, c'est un des principaux problèmes qu'il faut adresser, Monseigneur. Oui, mais ce n'est absolument pas le seul. Bien sûr, la pêche illégale, la pêche qui est non déclarée aussi, l'utilisation aussi de filets qui sont interdits. Malheureusement, ça continue et il faut absolument qu'il y ait un cadre juridique contraignant et fort qui soit mis en place pour non seulement prévenir cela, prévenir ce pillage de la mer par des flottes de pêche qui ne sont pas régulées, mais aussi pour un cadre contraignant qui protège toute cette colonne d'eau. Et donc c'est ça l'objet de ces négociations aux Nations Unies, mais aussi l'objet de cette réunion ici à Monaco pour justement avancer dans ces négociations. Et je remercie infiniment le secrétaire John Kerry d'être ici aujourd'hui pour ces discussions, parce qu'il faut absolument que nous avancions cette année pour arriver finalement à un accord. Et avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on parle finalement du pillage des ressources halieutiques, on parle des braconniers, mais l'exploitation intensive par les industriels des mers n'a pas réellement, en tout cas de la haute mer, n'a pas réellement commencé. Est-ce qu'il faut réguler avant cette menace industrielle? Oui, absolument. It's essential that there be a structure, an understanding of what is permissible and what is not. There are ecosystems on the base of the floor of the ocean. And if you simply allow people to go in and mine and then you say we're going to regulate later, you don't know what destruction you're doing. You don't know the grasses of 1,000 years or several thousands of years. We don't know the answer to these things. How essential are they to spawning grounds? How critical are they to the future fish? So I think that people, at least reasonable people, are not saying, no, we can't do this ever. They're saying, let's make sure we know what we're doing. Because there's so many examples of things we have done where we didn't know what we're doing. We didn't know when we had the Industrial Revolution that, although a few scientists mentioned it in late 1800s, but the general public had no idea that particulates in the air could give you cancer, or that you could have emphysema, or that you would that you'd have children go to the hospitals in the summer because of environmental asthma. This is happening today. So air quality, water quality, all of these things require government to help. That's why we have government, to help set up safety precautions and structures that make sure we do it the right way. Alors finalement, le statut juridique de la haute mer aujourd'hui ressemble un petit peu au statut juridique de la Lune. On part de très loin. Donc, vous l'avez dit, Monseigneur, un traité international sous l'égide de l'ONU est en discussion. Quels sont les objectifs? On parle notamment de zones marines protégées. Bien sûr, c'est ce qui a... puisqu'on a vu que les aires marines protégées dans des eaux moins profondes et des zones côtières fonctionnent très très bien si elles sont bien sûr protégées de façon efficace et si elles sont surveillées de façon efficace. Mais elles vont être fermées? C'est quoi l'idée de ce traité? C'est de fermer ces zones ou de les réguler?
L'idée, c'est de les réguler le mieux possible. D'abord, c'est de les définir et puis de les réguler avec des moyens qui soient appropriés. On parle de 30% finalement de la Bien haute sûr, mer. l'objectif, Protéger. c'est ça. Voilà. Mais- Protéger. D'accord, mais comment on surveille cette zone-là? On Exactement. parle de la moitié de la planète, parce que faire un traité, c'est très bien. Mais comment faire en sorte que ça ne reste pas un morceau de papier? Est-ce qu'il va y avoir une police des mers? Comment on va enforce? Comment on va surveiller tout ça? It's imperative that the global community come together in order to organize the ability to be able to survey, in order to be able to enforce. I talked today to the European Commissioner, and they are talking about putting money on the table, using Navy, Coast Guard, various entities to be able to go out and make sure we are observing what is happening and monitoring it. Now, there are lots of other ways. We live in a technical world today. You have satellite tracking, you have digital capacity, you can track, we do track already. We see the exact movements of certain vessels, but you have to make certain that everybody's living by the same standard. They can't turn off those systems. They can't hide from it. You need accountability. If we don't have accountability, we're not going to have an ocean that will be as fruitful as the planet will need when we have 9 billion people looking for food. Juste avant, vous disiez qu'il y avait pour la plupart des gens raisonnables autour de la table. Il y a certains pays, dans le cadre de ces discussions à l'ONU, qui regardent de très près les négociations autour de cet accord. On peut penser aux États-Unis et on peut penser à la Chine. Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique d'arriver à un accord? Et finalement, quels sont les points de blocage potentiels? Well, we're going to learn that. We're obviously going to learn that. In the last months, particularly in Madrid, I was at the conference in Madrid, I regret to say, La COP. my country joined with 2 others, Brazil and Australia, to help block the progress that we needed. So we'll see where we are. I mean, the reality is we have an election in the United States this year. In a matter of months, this will be an issue in the context of that. And it's one of the important things people need to be aware of and make a decision on. But my hope is people will come together. We all have an interest in this. The United States traditionally has been a leader in trying to set aside these areas. We set aside millions of square kilometers with President Obama. We created new parks. The president announced several, one in the East Coast, in the Atlantic, one in the Pacific. And I think we have to continue to do that. A marine protected area is essential because of the outlaws. If the outlaws go indiscriminately all around the world and simply strip mine the oceans, just gather up everything and throw away 2/3 of a catch, it's called bycatch. They just throw it away. But it's dead. It's destroyed that community of potential fishing. And so we need to have the structure. That's the way we will guarantee everybody can enjoy fish in the future and that we have a sustainable fishery. Monseigneur, finalement, ce traité international sur la haute mer, ce serait pour les océans ce que l'accord de Paris est pour le climat? Mais, écoutez, il faut s'inspirer de l'esprit de l'accord de Paris pour arriver, bien sûr, à un texte qui soit à la fois contraignant et qui soit le plus compréhensif possible et qui englobe et qui puisse nous protéger de tous les enjeux d'exploitation qui, malheureusement, sont au cœur de cette problématique. Mais je pense qu'on peut y arriver, comme l'a dit le secrétaire Kerry, à rassembler non seulement les grands pays, c'est essentiel que les grands pays soient non seulement autour de la table, mais puissent assumer le leadership dans ces négociations. Mais aussi, on a besoin de tous les acteurs, qu'ils soient gouvernementaux, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient d'autres organisations internationales, pour que tout le monde puisse collaborer pour faire de cet accord un accord vraiment à la fois contraignant et le plus compréhensif possible. We have to start seeing the ocean and climate as one entity, unified. You cannot solve the problem of climate change without protecting the ocean, and you cannot protect the ocean without solving the problem of climate change, because the acidification comes from climate, from the warming, from the
power from coal and other things. And the warming comes from the global warming that's taking place as a result. So the combination of warming and acidification will kill the oceans by itself. We have to deal with climate. That is protecting the ocean, but also understanding the ocean's relationship. 51% of the oxygen we breathe comes from the ocean. We have to protect it. And right now, the chemistry of the ocean is changing faster than it has in 50 million years. We have to be responsible. Thank you very much, Mr. Secretary Kerry. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale Monaco Info et France Info. Merci. Thank you.